Salut Axel. Salut Laurent. Alors aujourd'hui, on se disait qu'on aurait un échange sur la thématique du lien. Oui. Et moi, je voulais te partager une petite histoire, en tout cas un souvenir très précis que j'ai autour de ce lien. Euh, Tu sais que mon travail d'origine, en tout cas ma formation d'origine, n'est pas psychothérapeute, mais j'ai fait des études d'ingénieur, donc technique. Et je me rappelle très très bien, étant étudiant, d'un article que j'ai lu. Et tu sais, c'est ces moments-là qui s'affichent en gras dans une vie, où d'un coup, il y a quelque chose qui est en relief. Je suis assez Oui. sensible à ça. Et cet article, il décrivait les systèmes. Alors, ça partait du principe de juste avoir cette conscience que quand on met des protons avec des électrons, des neutrons ensemble, et qu'on leur met une relation ou un lien qui est très fort, alors ça fait un atome. Mhm. Et que quand on met plusieurs atomes ensemble et qu'on met un lien qui est très très fort entre ces atomes, alors on va pouvoir avoir une autre entité qui va être peut-être une autre structure, ça peut faire une molécule ou ça peut faire autre chose. Plusieurs molécules ensemble, ça va faire des cellules, plusieurs cellules ensemble avec des liens très forts, ça va faire un organisme, etc., etc., jusqu'aux planètes, où des planètes vont faire des galaxies, et tout ça, ça parle de liens. Mhm. Et j'ai trouvé cet article fascinant, fascinant, d'autant plus qu'aujourd'hui, 25 ans ou 30 ans après, on s'aperçoit que les entités qui sont en lien, finalement, quand on pousse au bout du bout, il n'y a pas de matière, il n'y a rien, c'est que de l'énergie, finalement. Toi, quand tu creuses, que tu creuses, que tu creuses, finalement, il reste qu'un lien, de l'énergie et du lien. Et ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré, et notamment cette notion un peu de strate. Si je suis sur la strate des molécules, Mhm. je peux naviguer sur la strate des molécules, je peux naviguer sur la strate des cellules, je peux naviguer sur la strate des humains, je peux naviguer sur... Voilà. Et qu'est-ce que ça m'inspirait aussi? J'ai été incroyablement étonné, X années après, de découvrir en IFS, donc Internal Family Systems, que finalement la psyché, c'était une histoire de lien. Et que le travail en psychothérapie IFS, c'était renouer des liens de qualité, et Mhm. que les traumatismes, tout ce qui a pu se passer, c'était essentiellement finalement des ruptures de liens. Mhm. Euh, J'y ai vu une sorte de cohérence, voilà, je sais pas, de cohérence dans le monde, quoi. Mhm. Est-ce que ça t'inspire quelque chose, ma petite histoire? D'abord, je la trouve très cohérente et il il me semble aussi que où qu'on regarde, on trouve du lien. Et, alors, donc moi, je vais m'intéresser un peu plus à la psychothérapie et la place du lien dans la psychothérapie et dans l'accompagnement, évidemment. Et je pense que ce n'est pas par hasard qu'on s'intéresse maintenant beaucoup au transfert, au contre-transfert, à des notions comme ça depuis un demi-siècle, plus qu'un demi-siècle, puisque ça a commencé avec Freud, hein, ça fait un siècle, euh, plus d'un siècle. Maintenant, ça passe tellement vite. Et le transfert et le contre-transfert, ce n'est qu'une thématique autour du lien. Et quand les gens viennent nous voir, d'ailleurs, la plupart du temps, c'est qu'il y a un problème très souvent autour du lien, en tout cas on peut l'interpréter comme ça. Dans ma clientèle, en tout cas, la plupart du temps, les gens souffrent, viennent parce qu'ils souffrent d'une blessure du lien, pas forcément une rupture du lien, mais une blessure du lien avec un proche, que ce soit leur conjoint, leur enfant, leurs parents, leur employeur, leurs collègues. Et
cette souffrance crée des retombées dans le domaine somatique, souvent, que ce soit mal à l'estomac, maux de tête, fatigue, ou crée des retombées comportementales, des pathologies comportementales diverses. Ça peut aller des troubles obsessionnels jusqu'à des délires. Et cette souffrance concernant le lien, là j'ai évoqué l'aspect interrelationnel, mais cette souffrance concernant le lien peut concerner et concerne toujours aussi l'aspect intra-relationnel, évidemment, puisqu'en accompagnant personne, on s'aperçoit qu'il y a des ruptures de liens ou des liens de qualité perturbés à l'intérieur même du système de l'individu. Et entre des zones internes, entre des parties internes, il y a des ruptures ou des qualités de liens perturbées. Alors, nous qui faisons de l'IFS, ce système que tu évoquais, Internal Family System, on sait bien que c'est notre travail d'ailleurs de rétablir du lien dans le système, là où il a été perturbé. C'est pas qu'il n'y a pas de lien, il y a beaucoup de liens dans les systèmes perturbés. Il y a beaucoup de liens, mais soit ils ne sont pas au bon endroit, soit ils sont de mauvaise qualité, soit il y a des pertes de lien avec certaines zones du système. Mais il y a quand même du lien. C'est jamais oui ou non, blanc ou noir, lorsque moi je vis. C'est plutôt un patchwork de liens avec toutes les couleurs. Et puis il y a des zones et il y a une espèce de vide. Comme en France, quand il y a un vide, un territoire français où il y a un vide d'accompagnement médical, il n'y a pas de médecin dans une zone. Pas beaucoup d'habitants, pas de médecins, voilà. Et puis il y a des endroits où il y a plein de médecins, parfois trop, ou je ne sais quoi. C'est assez hétérogène. Voilà. Et, c'est la première chose que ça m'inspire. Moi, ce que je vois, c'est que sur le lien, ça pose aussi la question peut-être de l'unité. S'il y a une unité, c'est qu'il y a du lien. S'il n'y a pas de lien, alors quid de l'unité? Si une chaise, il n'y a pas de lien sur la chaise ou sur les pieds, c'est pas vraiment une chaise, ça va se casser la gueule. Je vois que dans la psyché, effectivement, il y a tout un niveau de gris. Peut-être que une question que je te pose, est-ce qu'en psychiatrie, toi, si on va un peu dans l'extrême de ce côté-là, est-ce que c'est pas un problème d'unité, donc de lien où là vraiment il n'y a pas de lien? Peut-être qu'il y a des parties qui sont complètement fragmentées, où le système est fragmenté, où il n'y a plus de lien. Et là, la personne ne peut plus se vivre, ne peut plus vivre. Plutôt que d'avoir une zone avec un lien heurté, quoi. Ouais. À mon avis, dans l'expérience que j'ai, il y a tous les cas de figure. Tous les cas de figure. Il y a des cas extrêmement graves, des cas médians et des cas légers. Déjà, parce que la tendance pourrait être, tu vois, quand on parle de ça, de pathologiser de façon extrême les problématiques de lien, alors que, à mon avis, elles sont extrêmement fréquentes et que, heureusement, dans la plupart du temps, dans la plupart des cas, les systèmes humains arrivent à rétablir des équilibres, somme toute globalement satisfaisants, qui font qu'ils peuvent s'enrichir, enrichir les autres, avec de temps en temps des dératés, des hésitations, des trébuchements, dans la plus grande partie des cas. Et puis il y a des cas effectivement extrêmes, plus ou moins. Il y a des cas médians, puis des cas extrêmes. Dans les cas extrêmes, évidemment, qu'on retrouve plutôt en psychiatrie,
faut rejoindre ce que tu dis, le mot fragmentation, explosion, on peut mettre plein de termes, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que la personne a été complètement déconnectée, ça arrive, hein, du lien à l'autre, d'une façon telle qu'elle a perdu des repères. Elle peut avoir perdu un sentiment de sécurité, elle peut avoir perdu un sentiment même d'existence, carrément. Voilà. Elle peut avoir aussi perdu un sentiment de valeur, ou une anxiété telle dans cette perte de lien qu'elle peut mettre fin à ses jours tellement la douleur est grande. Heureusement que c'est quand même la minorité dans l'espèce humaine, mais ça arrive. Ça arrive. Dans les cas plus fréquents qui sont médians, ce qui se passe, c'est que c'est seulement un élément du système avec lequel il y a une rupture de lien et qui est isolé à l'intérieur du système. Et cela provoque des retombées, comme je le disais, ou somatiques ou comportementales, gérables, dérangeantes, mais gérables, ou gérables, mais dérangeantes, comme on veut, hein, à des degrés divers. Hein, voilà, du style, la personne qui a une problématique somatique régulière qui ne l'empêche pas de vivre, mais qui la dérange régulièrement. Voilà. Ça n'empêche pas d'avoir une famille, un boulot, qu'elle fait très bien, mais régulièrement, de temps en temps, poum, il y a un signal. C'est un petit peu comme dans une voiture, sur le tableau de bord, quand ça signale, il manque de l'essence. Oui, 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 mais la voiture roule toujours, elle en a encore pour 100 bornes. Bon, ça indique bon, il faut faire gaffe, là, il y a un risque. Bon. Et puis, il y a tous les cas légers, où le lien est momentanément perturbé. Je veux dire, par exemple, on est en relation de couple et que ça se passe mal pour des raisons diverses. Il y a une séparation qui est envisagée, ou des problèmes de couple, même sans séparation, donc des inquiétudes sur le lien. Qui n'a jamais rencontré, quand il vit en couple, de problèmes de couple? À mon avis, 99% des gens qui sont en couple ont rencontré ou rencontreront des problèmes de couple. Pour autant, donc ce sont des problématiques de lien, typiquement, très souvent, hein, quelle que soit la forme que ça prend, relation de pouvoir, difficulté à exprimer des demandes claires, des besoins, enfin, ça a plein de formes, conflits sur des thématiques comme l'argent, l'éducation des enfants, parce que les cadres de référence sont différents. Ce n'est même pas des questions de problèmes personnels, parfois, mais des questions juste de différence. Et du coup, ça génère des tensions sur le lien. Bon, et bien dans toutes ces problématiques que j'appellerais moi plutôt légères, parce que inévitables, il y a des phénomènes de régulation qui se mettent en place, heureusement, de discussions, de débats, de conflits normaux et de conflits générateurs de régulation. Voilà. Donc, je dis tout ça pour dézoomer sur les problématiques de lien. Et si je rezoome maintenant, par contre, quand quelqu'un vient nous voir en psychothérapie, effectivement, je pense qu'on pourrait quasiment toujours voir ça en termes de problématiques de lien à guérir. À guérir, et que ce soit autour du thème de l'abandon, que ce soit autour du thème de la séparation, que ce soit autour du thème de la sécurité et de l'insécurité, que ce soit autour du thème, effectivement, de l'amour, de l'affection excessive ou lacunaire. N'oublions pas, une affection peut être lacunaire, mais elle peut être excessive, hein, envahissante. Problématique de lien aussi. Hein. On peut être ficelé dans un lien, pas uniquement abandonné. Parce que toi, tu évoquais les ruptures de lien ou les problématiques de lien, mais effectivement, les problématiques de lien, ça peut être aussi un lien qui serre la gorge tellement fort qu'un enfant, qu'un parent
du mal à lâcher pour qu'il s'envole, ses propres ailes. Hein. Donc, c'est extrêmement varié. Voilà, c'est ce qui me vient pour commenter déjà ce que tu évoques. Est-ce qu'on pourrait se dire, ouais, est-ce qu'on pourrait se dire, ou qu'est-ce que tu en penses en tout cas, que toutes les blessures qu'on voit en IFS, les fardeaux finalement sont liés à des fardeaux de lien, au bout du bout, tu vois. Que quelqu'un qui est maltraité, qui se fait taper dessus, c'est pas la douleur de ce qui s'est passé, c'est pas, mais au final c'est le lien, un lien de solitude, un lien de confiance, un lien d'amour, un lien de, etc. Que finalement, c'est au bout du bout, c'est de ça qu'il souffre. Moi, j'en suis certain. Hein. J'en suis certain. Et d'ailleurs, la stratégie principale de l'IFS consiste à rétablir le lien entre les parties du système et le self, ce que nous on appelle le self. Si je résumais en une seule phrase la thérapie IFS, c'est ça, hein, c'est rétablir le lien entre les parties et le self et rétablir cette confiance et ce lien. Parce qu'on sait, nous, d'expérience, que si le self est en lien avec les parties et que c'est réciproque, qu'il y a un regard réciproque, il y a déjà une énergie de soin qui est vraiment extrêmement présente. Déjà. Hein. Et puis il suffit d'imaginer un enfant qui se blesse, qui a 4-5 ans, qui se fait mal en tombant, même si c'est pas grave, et qui pleure, qui court dans la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il recherche un parent pour que le parent le prenne dans les bras. Pour montrer son bobo, c'est la seule chose qui fait ça. Hein. Sauf s'il a, malheureusement pour lui, été déjà paramétré avec un interdit pour le faire. Bon, ça vient plus tard. Hein. Tu n'as pas le droit de partager, de créer du lien autour d'une blessure. Ferme-la et débrouille-toi tout seul. Certains enfants ont été paramétrés comme ça très tôt, malheureusement. Mais sinon, l'instinct de l'enfant, c'est de chercher immédiatement du lien dès qu'il souffre. Hein. Quelqu'un qui le console, qui l'aide, qui le soigne, qui le rassure. Donc oui, tout ça pour dire oui, je valide que je pense qu'au bout du bout, c'est probablement toujours un travail autour du lien, du rétablissement de la qualité du lien. Oui, tout à fait. Et toi, ce qui m'interpelle en t'écoutant, c'est de dire, mais finalement, dans la vie courante, on va chercher un lien souvent à l'extérieur, peut-être pas tout le monde, hein, mais vers les parents, ou vers une autorité, ou vers quelqu'un. Et là, en thérapie, notamment en IFS, on rétablit un lien entre ce self, cet espace, et la partie ou les parties. Oui. Quelque chose qui m'interpelle en fait là-dessus par rapport à pourquoi pas refaire ce lien vers l'extérieur. Je ne pourrais pas formuler une vraie question là-dessus peut-être, mais peut-être. Tu sais, les gestalt thérapeutes disent que, et je valide vraiment, que les ruptures internes se reflètent dans des ruptures externes, et réciproquement. C'est-à-dire les ruptures externes dans le lien illustrent des ruptures internes. Donc c'est extrêmement, comme on dit, homothétique, et c'est lié, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que si on rétablit du lien interne, il y a de fortes chances que ça facilite du lien externe. Et d'une certaine manière, réciproquement, parce que je ne pense pas que ça soit linéaire. D'ailleurs, peu de choses sont linéaires, beaucoup de choses sont circulaires. C'est pour ça que parfois, quand on rétablit un lien externe, ça participe de la guérison d'un lien interne également. Donc tout ça est très corrélé, pour rejoindre ta remarque. Oui, ah ben ça vient, merci, ça vient en fait effectivement répondre à une question que j'avais du mal à formuler autour du fait, peut-être que une quête de sens, toi, peut-être que finalement,
si tout ce qui se passe à l'extérieur que je peux voir, parce que c'est à l'extérieur, c'est quand même souvent plus facile à voir que de l'intérieur, ça me permet peut-être de tourner mon regard vers l'intérieur en disant, mais effectivement, ce qui se passe à l'extérieur, est-ce que je ne l'ai pas à l'intérieur? Et peut-être que ouais, j'avais une autre question autour de, peut-être que pour mesurer et goûter la qualité d'un lien ou l'importance d'un lien, peut-être qu'il faut le perdre, peut-être qu'il faut qu'il soit rompu en fait. Ça peut être assez tragique, mais je crois que un lien qui serait établi et qui serait, toi, un lien d'amour ou un lien d'amitié ou qui est juste normal entre guillemets, j'en goûte pas vraiment l'épaisseur ou l'importance. Alors que si je le perds, si ça se rompt et que je le récupère, là je vais voir sa valeur. Alors, oui, alors, ce que ça m'inspire, c'est que les ruptures sont inévitables, incontournables et constantes, puisque dès la fabrication d'un enfant, on sait bien comment ça fonctionne. Ça fonctionne d'abord avec deux cellules qui en font une, et ensuite cette cellule va se fragmenter, et encore se fragmenter, et encore se fragmenter. C'est-à-dire que les liens sont corrélés à la notion de fragmentation. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de lien s'il n'y a pas au moins deux objets. Quand il n'y en a qu'un, il n'y a pas de lien. Pour qu'il y ait du lien, il faut qu'il y ait deux, au minimum. Sauf à considérer qu'à l'intérieur du 1, il y a du multiple. Mais dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y a du multiple. Mais s'il y a du 1, il ne peut pas y avoir de lien. Donc pour qu'il y ait du lien, il faut qu'il y ait deux. Pour que le lien soit plus complexe, il faut qu'il y ait trois. Si on veut qu'il soit encore plus riche, il faut bien qu'il y ait quatre, etc., etc. Autre chose, quand un enfant naît, il y a une forme de rupture de lien, une forme de lien particulier, qui est un lien biologique, y compris avec le cordon ombilical, pour basculer dans une autre forme de lien différente. Quand l'enfant est allaité, puis après ne l'est plus au sein, encore une rupture de lien qui bascule sur une autre forme de lien. Donc ça aussi, c'est intéressant à voir, c'est que les ruptures sont constantes et c'est grâce aux ruptures que de nouveaux espaces peuvent être créés, très souvent. C'est ce que je constate, moi, en tout cas, dans le développement d'un enfant. Hein. Et dans le développement du lien avec sa mère, c'est chaque fois qu'il y a une rupture, de bonne qualité, hein, ça ouvre sur un nouvel espace. Hein. La rupture de la relation à deux avec la mère ouvre sur une relation à trois, ou grâce au tiers, qui est le père symbolique, quel qu'il soit, homme ou femme, eh bien, ça rompt quelque chose de binaire pour aller vers du tiers. Alors, rompre n'est peut-être pas le mot exact en plus. C'est-à-dire que ça modifie, ça bouscule, ça modifie. Donc, ce que ça m'inspire, ce que tu évoques, c'est que on est de façon incontournable confronté sans cesse à la perturbation des liens, tout en rêvant de façon perpétuelle à leur stabilité. C'est comme dans le couple. Qui ne rêve pas, quand il a une relation amoureuse, que ça se passe bien, qui ne rêve pas que ce soit stable? Alors là, j'aimerais bien le rencontrer. Celui qui ne rêve pas que ça soit stable, que ça dure, que ça soit super. D'ailleurs, beaucoup de couples qui viennent en consultation demandent à ce que ça soit comme avant. Ah, aidez-nous à ce que ça soit comme avant, ce qui est impossible. Or, dans la réalité, il n'existe pas un seul couple, je dis même pas un seul, hein, je dis bien, pas un seul couple dans lequel il n'y aura pas des ruptures et des modulations diverses, ne serait-ce qu'avec l'arrivée d'un enfant. Très souvent, avec l'arrivée d'un enfant, ça chamboule la relation de couple, ça crée une forme de modulation, voire de rupture dans le lien ancien. Quand il y en a deux, boum, encore, et j'irai plus loin.
tôt ou tard, l'un des deux membres du couple va décéder avant l'autre. Donc, c'est incontournable qu'il y ait des ruptures. Prenons l'exemple d'un couple. Et in fine, par le décès de l'un des deux, avant l'autre. Donc, de toute façon, tout couple, pour rester dans le domaine des couples, va rencontrer diverses ruptures. Quant au domaine du travail, n'en parlons pas actuellement, les ruptures à tout niveau, au niveau professionnel, je crois qu'on doit s'attendre à les rencontrer. Aux États-Unis, si j'ai bien compris, dans leur culture, ils sont habitués à changer de travail et ça fait partie de, c'est même valorisé les changements de profession. Là où dans le vieux continent, ce qu'on valorise, c'est la stabilité de la même profession. Donc, tout ça pour valider qu'effectivement, on danse de rupture en rupture de notre naissance à notre mort, en termes de lien, hein, sans cesse, et toujours en cherchant à se rattraper aux branches, chacun comme il peut, avec les moyens qu'il peut, hein, pour chercher, comme dirait Cyrulnik, des tuteurs de résilience qui vont l'accompagner dans les ruptures de liens, dans les changements de liens. Les amitiés jouent un rôle très important, hein, parfois dans les phénomènes de résilience. Qui, quand il n'a pas des problèmes de couple, n'en parle jamais à une amie, à un copain proche, à un proche de la famille, pour réguler l'anxiété liée à la modulation de ce lien, voire à la rupture de ce lien. Ou à un psy, pourquoi pas. En dernier recours, à un psy, pourquoi pas. Voilà. Donc oui, hein, la rupture, quelque chose d'incontournable. Hein. Voilà. Et c'est vrai que là où elle devient problématique, c'est quand la personne ne trouve pas la branche à laquelle se raccrocher. Pas d'amis, pas de famille, pas de psy. Et à l'intérieur de soi, pas suffisamment de self pour se raccrocher à quelque chose. Alors là, la chute peut être un peu rude avant de tomber sur une branche où on va se casser la goule en faisant bobo. Effectivement. Voilà, comment tu réagis à ça? Ouais, c'est prendre encore plus conscience de l'importance des liens finalement extérieurs, intérieurs. Et peut-être, en tout cas, ce qui me vient, c'est que on ne met pas suffisamment cet accent-là dans la société, dans ce qu'on peut vivre, je trouve. Ouais, peut-être qu'il y a de plus en plus, surtout en cette période-là de crise sanitaire, où finalement on peut prendre des décisions de rupture de lien de manière assez, je trouve, légère, comme si finalement c'était pas si grave, quoi. Alors que ce qu'on se raconte, c'est central, c'est juste central à un équilibre. Et finalement, c'est peut-être une des choses qui passe un peu à l'as par rapport à plein d'autres critères économiques, stratégiques, sanitaires, etc., quoi. Je pense que le lien, effectivement, à l'heure actuelle, est vraiment mis à mal à plein de niveaux, puisqu'il y a des déficits de lien avec les phénomènes de confinement. Et à contrario, il y a des surinvestissements de liens avec le confinement, puisque les personnes étant réduites en termes de liens vont forcément surinvestir, pour le meilleur comme pour le pire, les liens dans le cadre familial, voilà, ou amical très proche, et malheureusement devoir désinvestir ce qu'on pourrait appeler le lien social plus global qui participe à la résilience des problèmes qu'on rencontre dans les microsphères. C'est-à-dire que le lien social, je répète exprès, participe de la résilience relative aux problèmes de la microsphère personnelle. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, quelqu'un qui a un problème de couple, ça le rééquilibre d'aller faire du sport dans une salle ou avec des groupes, ou d'aller au bistrot, discuter avec des copains. Quelqu'un qui a un problème
effectivement avec son enfant, avec sa mère, ça va le rééquilibrer, d'aller rencontrer des copains, faire un jogging avec eux, ou aller au théâtre, se changer les idées. Ça va le rééquilibrer. Et je pense qu'on oublie ce phénomène de bascule d'équilibrage résilient grâce au lien social. Et, et le lien, c'est vraiment un système, hein, tout ça. On ne peut pas éliminer un élément du système ou le désinvestir sans qu'il y ait un impact global sur les problématiques et les phénomènes de résilience. Et c'est en ça que c'est à évaluer au niveau macro-social, ces affaires-là. Je ne suis pas sûr que ça le soit, parce que même le décès de personnes, je pense liées à des maladies, sur le plan du lien, est moins important que la qualité du lien. On voit bien ça d'ailleurs dans les guerres, c'est-à-dire que quand les gouvernants déclenchent des guerres, parce que ce n'est jamais les peuples qui déclenchent des guerres, ce sont les gouvernants, quand les gouvernants déclenchent des guerres, les humains sont prêts à mourir, donc à donner leur vie, hein, pour des questions de lien. C'est-à-dire que des humains peuvent avoir dans l'idée, croyance réelle ou pas réelle, qu'ils vont renforcer un lien sociétal en sacrifiant leur vie. C'est ça la guerre. Hein. C'est ni plus ni moins que ça. Hein. C'est je suis prêt à donner ma vie pour renforcer la qualité d'un lien sociétal, en termes de valeur, de sécurité, ce que je veux. Donc ça prouve à quel point le lien est supérieur à la mort. Et dans ce qui a lieu en ce moment, parfois, on est en train de mettre en avant la protection contre la mort de certaines personnes aux dépens de la qualité d'un lien qui, lui, est supérieur. Hein. Accompagner quelqu'un qui est malade ou accompagner quelqu'un qui va mourir, créer du lien avec lui, est supérieur au fait de le laisser vivre une semaine de plus sans lien. On oublie cet élément. Le lien a toujours été supérieur. La qualité du lien a toujours été supérieure. Et donc, c'est en ça que notre thème est vraiment fondamental. Je ne sais pas si ça a déjà été évoqué. Ce que j'évoque, il a déjà entendu cet équilibrage de résilience, d'une part, et puis la supériorité du lien sur la prolongation de la vie, parfois, c'est malheureusement, mais c'est une réalité sociale, culturelle, que ça a toujours été de tout temps supérieur. Et là, on est en train presque d'inverser la valeur. Voilà. Comment réagis-tu à ça? C'est quelque chose qui est assez nouveau, effectivement. Je n'avais pas vu ça comme ça. Je suis totalement d'accord. Je le trouve très choquant que ces moments de fin de vie, tant de personnes en ce moment partent toutes seules. Quoi. Je trouve que ça crée un vide, ça crée probablement un désespoir, une désespérance qui est juste monumentale. Et ce que je me disais, c'est que je voulais peut-être élargir le lien, parce que je crois qu'il y a le lien par la parole, l'échange verbal, choses comme ça, mais je crois qu'il y a beaucoup plus, peut-être, en tout cas peut-être pour moi, le lien par la présence, par le corps, par le toucher. Il y a des personnes, par exemple des personnes âgées qui sont jamais touchées, qui n'ont pas de contact tactile pendant des mois et des mois, au-delà peut-être aussi de ne pas avoir de contact verbal, enfin d'échange. Peut-être que ça peut rejoindre aussi cette notion de transfert contre transfert dont tu parlais en préambule, où il y a des liens invisibles qui se créent au-delà de la notion de thérapie, dont on a besoin de se nourrir en fait, comme si on était dans un magma de liens. Et le fait d'être un peu cloîtré ou très fortement cloîtré chez soi en visio, évidemment que ça se passe mal chez plein de personnes qui n'ont pas
qui n'ont pas toute cette autre qualité de lien non invisible, de présence, d'interaction. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose de notable. Peut-être qu'effectivement, on peut terminer autour de ça, c'est que le lien prend des formes diverses. Et effectivement, il peut prendre des formes charnelles, tactiles, des formes émotionnelles, des formes mentales, des formes globalement énergétiques et peut-être des formes spirituelles. Et je pense que c'est important de ne pas oublier toutes les formes qu'un lien peut prendre. Sinon, on reste dans un domaine abstrait avec la notion de lien. Et je donne juste un exemple pour clôturer, qu'un exemple clinique. J'ai travaillé avec quelqu'un il y a quelque temps qui avec qui, comment dire, il y avait un travail pour rétablir une forme de lien, justement, entre le self et une partie qui souffrait d'un problème X que je ne vais pas dévoiler pour rester complètement anonyme. Et nous avons travaillé comme d'habitude, à créer ce lien, à faire en sorte que le self soit vu par la partie, parle à la partie, que cette partie souffrante puisse réagir. Et malheureusement, bien que nous insistions sur cette reconnexion, qu'on travaille bien avec les zones protectrices, les choses ne bougeaient pas. J'ai trouvé ça évidemment étrange et problématique, et la personne aussi, jusqu'à ce que j'ai eu un tilt sur le thème du lien, justement, et sur la forme du lien. Et quand j'ai compris ça lors d'une séance, ce qui a été évident, c'est que le contact ne pouvait être rétabli avec cette partie que de manière tactile, par exemple, là en l'occurrence. Et les choses n'ont pu bouger, commencer à bouger, que parce que la personne a utilisé ses mains pour toucher la partie, la caresser, la prendre dans ses mains, avec ses mains sur son corps. Et il n'y a que en passant par le toucher que les choses ont commencé à bouger. Et ça, c'est très important parce que beaucoup de notre civilisation psychologique et psychothérapique a quand même encore trop tendance à mentaliser les notions de lien et à intellectualiser les notions de lien. Et sur lien verbal, voilà, lien de présence, et a tendance à oublier l'aspect charnel du lien, qui a un rôle fondamental puisque c'est le lien initial. Hein. N'oublions pas, le bébé, avant d'être un esprit, peut-être un pur esprit, ou verbal, ou ce qu'on veut, c'est hyper charnel. Hein, et quand ça sort, c'est du charnel. C'est pas de l'intellectuel. Voilà, hein, s'il a le cordon autour du cou, on peut dire ce qu'on veut, penser ce qu'on veut, ressentir ce qu'on veut, hein, il peut être étranglé. Et ça, c'est du charnel, c'est du physique. Et une des premières choses que fait une maman quand un bébé est né, c'est que la première chose qu'elle a envie de faire, même si elle peut pas, même si on l'en empêche, c'est de prendre son bébé sur elle. Hein. C'est pas lui parler à distance, c'est pas lui faire des tours de passe-passe de magie avec les mains à 3 mètres. Non, non, elle a envie de le prendre sur le corps. Voilà. Donc les formes que prennent le lien, c'est quelque chose de très important. Et peut-être qu'on parlera d'autres fois des autres formes hein, que j'ai évoquées. Mais j'insiste sur celle-là parce qu'il me semble que c'est l'une des formes qui a tendance à être oubliée. Et pour revenir à ce que tu disais, les personnes âgées, et effectivement, qui ont perdu parfois l'ouïe, parfois la vision, eh bien, c'est rare qu'elles aient perdu la sensation tactile, quand même. Et donc, être en lien avec elles, ça peut passer par une vraie présence tactile, pas juste je suis là, je suis à côté de toi, c'est bien, hein, mais je te touche. J'exerce de la pression sur ton corps pour que ton corps sente mon corps et que je suis là. Et ça, évidemment, les circonstances actuelles ont fait que
ça a été absent. Je crois que ça l'était déjà beaucoup avant, hein, bien avant cette histoire de Gavi. Malheureusement, je crains que les personnes âgées soient touchées de manière extrêmement déficitaire et extrêmement objectale, médicalisée, mais rarement avec un toucher régulier d'amour. Je le crains, sachant que ça n'a fait que le renforcer. Donc voilà, je voulais compléter et renforcer cet aspect grâce à ce que tu as dit, tu vois, Laurent. Oui, peut-être Voilà. qu'effectivement, pour finir, moi je vois en tout cas dans des accompagnements la nécessité, et puis pour moi personnellement aussi, de rétablir un lien de qualité entre ce que tu as nommé le spirituel, l'émotionnel, le cérébral, le corporel, toutes ces strates, en fait, toutes ces dimensions, tous ces plans euh, qui sinon évoluent chacun de leur côté, mais ça ne forme pas forcément une unité. Et Oui, retrouver cette unité-là me paraît une voie de sagesse et d'apaisement. oui, oui. Oui. Eh ben, merci, Laurent. Merci Axel.